depuis la scène. Je les voyais, parfaitement. Ma famille, au premier rang, en plein centre. Ma mère, Sylvie, rayonnait, son téléphone déjà en l'air, prête pour un selfie. Mon père, Marc, à côté d'elle, et lui tapotait le dos, l'air si fier. Et ma sœur jumelle, Chloé, qui me faisait un signe de la main. Son sourire, aussi éclatant et facile que d'habitude, on aurait dit la famille parfaite. Unie, ravie d'être là pour la cérémonie des choix de mon internat de médecine. Tenant cette enveloppe scellée qui décidait de mon avenir. Ils pensaient être venus assister à mon triomphe. Ils pensaient être là juste pour célébrer. Ils n'avaient aucune idée qu'en réalité. Ils étaient venus pour écouter. Ils ne savaient pas que l'amphithéâtre tout entier était sur le point d'apprendre comment j'avais réussi. Que leur petite trahison silencieuse, celle de toute une vie, allait être exposée au grand jour. Avant de continuer, vous êtes-vous déjà senti invisible au sein de votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et dites-moi d'où vous m'écoutez dans le monde. Dans notre famille, moi, j'étais la bête de somme. Ma sœur jumelle, Chloé, était le pur sang de concours. Ce n'était pas un choix, c'était un rôle qu'on m'avait assigné. Je suis née 3 minutes avant elle, et je crois que pendant ces 3 minutes, mes parents ont décidé que j'étais la responsable. La forte. J'ai compris la différence quand nous avions 6 ans. Je grimpais au grand chêne dans notre jardin. J'essayais de voir par-dessus la clôture du voisin. Une branche de trop. Elle a craqué. Je suis tombée lourdement. Mon genou s'est ouvert sur une pierre. La plaie était profonde, le genre de coupure qui vous fait peur. Je suis rentrée en boitant. En pleurant, tenant mon genou, laissant une traînée de points de boue et de sang sur le carrelage de la cuisine. Ma mère, Sylvie, était au comptoir. Elle s'est retournée. Un soupir. Elle a attrapé un essuie-tout. Oh, Léa, regarde-moi ce gâchis, a-t-elle dit. Sa voix n'était pas méchante. Juste. Un plâtre, épuisé. Elle m'a tendu le papier et un unique pansement. Va dans la salle de bain. Tu es une grande fille. Net toi toi. Je suis allée à la salle de bain. Seule, je me suis assise sur le rebord de la baignoire, lavant la terre et les graviers de ma propre plaie, me mordant la lèvre pour ne pas hurler quand le savon piquait. Je l'ai fait moi-même. Il fallait que je sois forte. 2 semaines plus tard, Chloé était assise sur le canapé, à regarder des dessins animés. Elle a reniflé, un tout petit. Délicat reniflement. Ma mère l'a entendu depuis la cuisine. Elle a tout lâché. Mon père, Marc, a levé les yeux de son journal. Ils ont tous les deux accouru. Oh, mon pauvre bébé, a roucoulé maman, enroulant Chloé dans une épaisse couverture. Marc, va chercher le jus d'orange. Tu veux un oreiller? Tu as froid? Mon père est revenu en courant avec le jus et un thermomètre. Tu es brûlante, a-t-il dit, posant sa main sur son front. Ce n'était pas vrai. Moi, je restais dans l'embrasure de la porte. À regarder, mon genou avait encore une grosse croûte boursouflée. Moi, j'avais eu un essuie-tout. Elle avait un trône. Ça a toujours été comme ça. Chloé était le pur sang, destinée à être admirée, protégée, exposée. Moi, j'étais la bête de somme, conçue pour être durable, fiable et autonome. Personne ne félicite jamais un tracteur de fonctionner. On s'attend juste à ce qu'il le fasse. C'était visible dans nos chambres, à nos séances. Ma mère a tout redécoré. La chambre de Chloé, la plus grande, a été peinte en rose poudré. Elle a eu un nouveau lit blanc, une coiffeuse, des rideaux assortis. On aurait dit une page de magazine. Moi, j'ai été déplacée dans la chambre sous les toits, glaciale en hiver, une fournaise en été, et les murs étaient d'un beige terne. Quand j'ai demandé si je pouvais la peindre, ma mère a juste eu l'air confuse. Pourquoi? C'est une chambre. Non? Le vrai symbole est arrivé à nos 18 ans. Pour notre bac, je me suis réveillée avec mes parents secouant Chloé en chantant « Joyeux anniversaire »
Ils l'ont emmené dehors, les yeux bandés, dans l'allée. Il y avait un Peugeot 3008 blanc nacré, flambant neuf. Il brillait, avec un énorme nœud rouge sur le capot. Chloé a hurlé et a sauté dans les bras de notre père. Ma mère pleurait des larmes de joie. « Tu le mérites, ma chérie ?» Puis mon père s'est tourné vers moi, faisant teinter un autre jeu de clés. « Et pour toi, Léa ?» a-t-il dit en souriant. Il a montré le trottoir. C'était la vieille Renault Clio familiale. Celle de 15 ans, avec 300 000 kilomètres au compteur. Une bosse sur la portière passager et le voyant moteur allumé depuis 2012. J'ai regardé son SUV neuf. J'ai regardé ma vieille voiture qui tremblait. « Merci », ai-je murmuré. J'avais la gorge serrée. Mon père, Marc, m'a juste donné une grande claque dans le dos. Ça forge le caractère. Ma fille, a-t-il lâché? Comme s'il m'offrait un cadeau. Après tout, c'est toi la forte. Le fossé entre nous n'a fait que se creuser à l'université. J'ai été diplômée major de ma promotion en première année de médecine. Chloé, elle, a traversé son cursus en communication avec une moyenne de 12 sur 20. Nous nous sommes tous assis à la table de la cuisine pour discuter de l'avenir. Ça ressemblait moins à une réunion de famille qu'à un conseil d'administration. Ma mère, Sylvie, a commencé en tapant dans ses mains. Bon, d'abord, une petite célébration. Nous envoyons Chloé faire un tour d'Europe pendant 6 semaines, juste pour voyager. Trouver l'inspiration avant de devoir trouver un vrai travail. In Sedge, Chloé a poussé un cri de joie, attrapant déjà son téléphone pour chercher des vols pour Paris. Oh mon Dieu, merci, merci. Mon père Marc a souri. Tu l'as bien mérité. Mapuche, tu es notre petit papillon social. Puis le silence s'est fait à table. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Et Léa, dit mon père. Sa voix changeant, elle est devenue plus sérieuse, comme s'il parlait à une collègue. Pas à sa fille. L'internat, c'est bien le plan. N'est-ce pas? C'est beaucoup. Ça laisse, dis-je, gardant ma voix stable. J'avais préparé ma présentation. J'ai été acceptée, mais les frais de scolarité dépassent mes bourses. J'aurais besoin que vous vous portiez garant pour les prêts étudiants. Je fis une pause, reprenant mon souffle. Et il y a autre chose, pour conserver la bourse d'excellence. Je dois obtenir un score dans le premier centile au concours. Il y a une prépa obligatoire. Elle est chère. C'est 200 euros. And the day and the patience. Le sourire de ma mère se crispa. Mon père hocha juste la tête lentement, joignant ses doigts. 2500 euros? Répéta-t-il, comme si j'avais demandé 1 million. Laisse-nous en discuter. Léa, on te tiendra au courant. Ce soir-là, je descendais de ma chambre mansardée pour un verre d'eau. Je suis passée devant leur chambre. La porte était entr'ouverte, et je les ai entendus parler. J'ai entendu mon nom. Je me suis arrêtée. C'est tout simplement trop cher. Sylvie, disait mon père. Marc, sa voix était basse, frustrée. La fac de médecine. C'est un risque énorme. Et si elle n'y arrive pas? Un long soupir lasse. Et Chloé, dit-elle. Chloé a vraiment besoin de cette caution pour son nouvel appartement en centre-ville. Tu sais qu'elle n'est pas douée avec l'argent. Marc, son image, sa vie sociale. C'est important pour son avenir. Il y eut un long silence. J'entendais les glaçons teinter dans le verre de mon père. Puis il a prononcé les mots qui ont finalement rompu le dernier fil. Tu as raison, a-t-il dit. On va couvrir la caution de Chloé. Quant à Léa est intelligente, elle est forte, elle obtiendra des bourses, elle se débrouillera. C'est un investissement, pas un cadeau. Je suis restée là, dans le couloir sombre, ma main agrippée au cadre de la porte. Et j'ai enfin compris, c'est une chose étrange et cruelle qui se produit dans certaines familles. On appelle ça l'assignation des rôles parentaux. C'est un piège psychologique. À un enfant est assigné le rôle du nécessiteux. Le pourcent, on le voit comme délicat, créatif, ayant besoin d'un soutien constant. Chaque effort normal qu'il fait est célébré comme un exploit immense.
et à l'autre enfant est assigné le rôle du compétent. La bête de somme, ils ne vous disent pas ça comme un compliment. Ils vous disent forte, indépendante et intelligente comme justification de leur négligence. C'est leur permission de vous laisser seule. C'est l'excuse qu'ils utilisent pour se décharger de la responsabilité de prendre soin de vous. Ma force n'était pas un don, c'était mon fardeau. Ma compétence était ma punition. J'étais la bête de somme. Et je réalisais enfin que j'étais seule. Ma première année de médecine n'était pas une vie, c'était une histoire de fantôme. J'étais un fantôme qui hantait les couloirs de l'hôpital. Le jour, j'étais une étudiante, assise au fond de l'amphi, essayant d'absorber les complexités de l'anatomie humaine, tandis que mes yeux me brûlaient. La nuit, j'étais aide-soignante au service de chirurgie. Je travaillais de 23h à 7h. Je changeais les bassins. Je réapprovisionnais les stocks. Je nettoyais des choses que je n'ai pas le droit de décrire. Je parcourais les mêmes couloirs que je parcourais un jour en tant que médecin. Mais j'étais invisible, respirant l'odeur âcre et stérile du monde que j'essayais de rejoindre, mais où je n'étais pas encore admise. Les Weekends. J'avais un deuxième travail, dans un laboratoire d'analyse. Je faisais des prises de sang pendant des services de 8 heures. Mes mains étaient stables, mon sourire plaqué sur mon visage, tandis que mes pieds me faisaient mal. Je mangeais des nouilles instantanées dans la salle de pause, en comptant la 30aine d'euros de pourboire. J'étais une machine faite de café, d'adrénaline et d'une rage froide et latente. Mais la machine était en train de tomber en panne. Le concours était dans 3 semaines. La prépa obligatoire à 2500 euros. Celle dont j'avais besoin pour garantir le score élevé, pour garder ma bourse. Commençait, et je n'avais pas l'argent. J'allais échouer. Après tout ça, après la chambre sous les toits, la vieille voiture, les doubles journées. J'allais être virée de la fac de médecine parce qu'il me manquait 2500 euros. J'étais assise dans mon minuscule appartement froid, le regard dans le vide. J'avais une dernière. Stupide, vacillante lueur d'espoir. L'espoir que si je suppliais, si je leur montrais vraiment que j'étais brisée, ils me verraient enfin. Mes mains tremblaient. J'ai composé le numéro. Ma mère, Sylvie, a répondu. Sa voix était légère. Heureuse? Léa. Quelle surprise. On n'a jamais de tes nouvelles. Comment vont les études? Salut. Maman. Ma voix était fluette. Je la détestais. L'école. Echt. Chesdur. Maman. J'ai des problèmes. Son ton a changé. Instantanément, la brise avait disparu. Maintenant, c'était de la glace. Quel genre de problème a-t-elle lancé? Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas. Ce sont les frais. C'est la prépa pour le concours. Aïe. La honte me brûlant la gorge. Il me manque de l'argent. Il me manque 2500 euros. J'ai juste besoin d'un prêt. Maman, je te jure que je te rembourserai. C'est juste que je n'y arrive pas. On va me renvoyer de mes cours si je ne peux pas payer. Il y eut un long silence. J'entendais la télé en arrière-plan chez elle. Des gens qui riaient dans une sitcom. Léa, dit-elle enfin. Et sa voix était si lasse. C'était la voix « Tu es un problème. Tu parles encore d'argent. Du sais. Ton père et moi sommes très occupés à aider Chloé à s'installer dans son nouvel appartement. Elle a besoin de nous en ce moment. Toi, tu t'es toujours débrouillée. Je ne peux pas me débrouiller cette fois. Maman! Les mots sont sortis d'un trait. Je vais échouer, s'il te plaît. Je vais me faire virer. Puis elle a soupiré. Ce n'était pas un soupir de tristesse. C'était un soupir de pure exaspération, comme si je lui avais demandé de me conduire au centre commercial sous la pluie. Écoute, dit-elle, sa voix soudainement très calme, très claire. Chloé mérite le meilleur départ possible dans sa nouvelle vie. Elle mérite notre aide. Elle a fait une pause. Puis elle a porté le coup de grâce. Quant à toi, tu n'as qu'à travailler plus dur. C'est ce que tu sais faire de mieux. N'est-ce pas? Clic. Elle a raccroché. Je suis restée assise là. Le téléphone mord contre mon oreille. J'ai écouté la tonalité. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. La colère était partie. La douleur était partie.
Il n'y avait qu'un vide. Un espace froid et creux. La petite fille en moi. Celle qui avait passé 22 ans à essayer de sortir de sa chambre mansardée. Espérant qu'un jour il lèverait enfin les yeux et la verrait. Elle est morte pendant cet appel. C'était fini. J'étais enfin, complètement et totalement seule. J'essayais de réviser pour le concours entre 2 services. Je n'avais pas vraiment dormi depuis 72 heures. J'étais à la bibliothèque de l'hôpital, à 3 heures du matin, ma tête posée sur un manuel de biochimie ouvert. Je m'étais dit que je fermerais les yeux juste 1 minute. Je me suis réveillée avec une voix sèche. « Mademoiselle Léa ?»« Inegas. »« Qui m'est ?» Je me suis redressée d'un coup. Le cœur battant. La bouche sèche. Le docteur Étienne Laurent, le chef du service de chirurgie, était debout devant moi. C'était une légende à l'hôpital. Un homme connu pour sa précision terrifiante et sa tolérance zéro pour la faiblesse. Je n'étais qu'une externe dans sa rotation de chirurgie. J'étais mortifiée. « Pardon. Docteur. » ai-je bafouillé, essayant d'essuyer la bave sur ma joue. J'étais juste en train de réviser. Il n'avait pas l'air en colère. Il me regardait. Ses yeux scrutant mon visage. Il a regardé mon manuel. Les notes méticuleuses, codées par couleur, qui couvraient toute la table. Puis il a de nouveau posé les yeux sur moi. « Vous êtes la meilleure externe de ma rotation. »« Léa » a-t-il dit. Sa voix était calme. Mais elle a transpercé le silence. « Vous avez les meilleures mains que j'ai vues en 10 ans. Mais vous ressemblez à un fantôme. Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai tout dit. Peu. Être l'épuisement. Peu. Être parce que pour la première fois, quelqu'un m'avait qualifiée de meilleure au lieu de juste, forte. Je lui ai dit la vérité. Je dois travailler. Docteur. Je suis aide-soignante au service de chirurgie, de 23 heures à 7 heures. Et je fais des prises de sang les week-ends. J'essaie d'économiser pour la prépa du concours. Le docteur Laurent m'a juste regardé. Il n'a pas offert de pitié. Il n'a pas dit « Je suis désolé ». Il a juste hoché la tête. Comme si je lui présentais un cas clinique. Vous essayez de devenir chirurgienne. Mais vous vous tuez à la tâche comme aide-soignante. C'est un gaspillage de votre talent. AC. As anyway. Il est resté silencieux pendant 1 minute entière. J'ai besoin d'une assistante de recherche. A-t-il finalement dit ? C'est un travail ennuyeux. De l'analyse de données pour un article sur les remplacements de valves aortiques. Ça paie moins que vos 2 boulots réunis. Mais c'est de la médecine. De la vraie médecine. Et vous pouvez le faire à votre rythme. Il a marqué une pause. Arrêtez de nettoyer des bassins. Léa, commencez à utiliser votre cerveau. Mon bureau. Lundi à 9 heures. Ce fut le tournant. J'ai démissionné de mes 2 emplois. J'étais plus pauvre. Mais pour la première fois de ma vie, je dormais. Je travaillais pour le docteur Laurent. Et c'était brutal. Il était exigeant, méticuleux, et il me traitait comme une collègue. Pas comme une enfant. Il ne m'a jamais, pas une seule fois, qualifiée de forte. Il me disait précise. Il me disait capable. C'était mieux que n'importe quel compliment que ma famille m'ait jamais fait. 3 mois plus tard, j'étais dans son bureau, à examiner des données. Il n'a pas levé les yeux de son ordinateur. Il y a une bourse pour laquelle je vais proposer votre candidature, a-t-il dit. La bourse de la vocation chirurgicale. Prise en charge totale des frais de scolarité. Allocation de vie. Elle rembourse même les dettes étudiantes existantes. Le dossier de candidature est un cauchemar. Je suis restée bouche bée. Docteur, je ne suis probablement pas qualifiée pour quelque chose comme ça. Il a enfin levé les yeux. Et son regard était perçant. Ce n'est pas une bourse normale. Léa. Elle n'a pas été fondée par une entreprise. Elle a été fondée par le docteur Fabien Hébert, le premier chef de chirurgie de cet hôpital. Il était un bouc émissaire. Lui aussi. Mon cœur s'est arrêté. Le docteur Laurent a expliqué que la famille du donateur avait tout dépensé dans l'entreprise ratée de son frère, le laissant se débrouiller seul. Il s'en est sorti en créant une bourse pour un étudiant travailleur chaque année. Les bêtes de somme. Pas les purs sangs d'exposition. Il avait vu ça en moi. L'essai était mon arme. Décrivez les défis personnels et financiers que vous avez surmontés. Advancez.
J'ai écrit toute la vérité sur la vieille voiture. La chambre froide, les dettes, le contraste entre la bête de somme et le pur sang. Aucune émotion, juste des faits. Le docteur Laurent l'a lu, a hoché la tête une fois. Ça fera l'affaire. 3 semaines plus tard. L'email est arrivé. J'avais gagné. Prêts effacés. Frais de scolarité payés. Allocation accordée. La lutte était terminée. J'étais libre. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années, 4 ans plus tard. J'étais major de promotion. Chloé était toujours une influenceuse. Vivant au crochet de nos parents, le jour de la cérémonie. Ma mère n'arrêtait pas de parler du voyage de Chloé à Bali. Je les ai quand même invités. Quand le doyen a annoncé ma récompense, il a ajouté « Elle a accompli tout cela tout en travaillant de nuit, sans aucune aide financière de sa famille. » D'Atrochaise, enflammed, le silence au premier rang était assourdissant. Le sourire de ma mère s'est brisé. Mon père avait l'air abasourdi. Chloé s'est figée. Leur négligence secrète était maintenant publique. J'ai été affectée à Lyon. Les applaudissements ont tonné. J'ai croisé leurs regards. Je n'ai rien senti. La liberté. Après, ma mère a sifflé que je les avais humiliés. Mon père a marmonné des excuses. Chloé a pleuré. Confuse. Je suis partie, ce soir-là, à Lyon. Ils m'ont envoyé des textos sur Bali et les dîners de famille. J'ai répondu. Je suis occupée. Parfois, couper les ponts avec sa famille n'est pas une cruauté. C'est de la survie. C'est l'opération qui vous sauve la vie.